présenter aujourd'hui un peu les projets qu'on développe dans le cadre de l'équipe cyanobactéries, cyanotoxines et environnement. Alors, normalement, ça doit s'être affiché. Ça y est, je ne vous vois plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du continuum entre hôte microbiote et environnement, en allant en fait des milieux extrêmes jusqu'à l'écotoxicologie. Et en fait, j'aurais pu aussi bien intituler ce topo « Réflexion autour d'une soupe de poisson aux algues » et vous allez voir pourquoi vers la fin de l'exposé. Donc, je travaille dans l'UMR MCAM, CNRS Muséum, et donc dans l'équipe cyanobactéries, cyanotoxines, environnement. Alors, pour commencer, il faut évidemment rapporter l'importance de la symbiose et du microbiote. La symbiose, ce sont des exemples d'interactions entre organismes, dont certains sont très classiques. Ici, j'ai pris par exemple le puceron du pois, et une bactérie symbiotique qui colonise en fait un organe spécialisé de son abdomen. Et en fait, la symbiose, en gros, c'est le principe d'organismes qui vont vivre ensemble et éventuellement procéder à des échanges de bons procédés. Par exemple, ici, ce puceron produit seulement 10 acides aminés, alors que ces bactéries symbiotiques sont capables de produire les 10 autres. Alors la symbiose, c'est quelque chose qui est passionnant, qui a été... je ne sais pas si mon PowerPoint défile, j'arrive pas à voir, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent partout. C'est bon, ça défile? Oui. D'accord, merci. Alors la symbiose, c'est quelque chose qui a été théorisé, en tout cas défini à partir de 1878 par Heinrich Anton de Bary et Albert Frank. Et c'est un sujet passionnant en biologie parce que dans la symbiose, en fait, il y a deux dimensions qui sont antagonistes. D'une part, les organismes vont devoir coopérer pour tirer bénéfice d'une association éventuellement. Et dans le même temps, en fait, ces organismes vont être d'une manière ou d'une autre en compétition parce que leur but va être en fait de maximiser un bénéfice tout en minimisant des coûts. Alors, des exemples classiques de symbiose, il y en a qui sont très connus et il y en a un sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, c'était des moules qui vivaient autour des sources hydrothermales sous-marines et qui s'appellent donc Bathymobiolus. Alors, ces moules, en fait, vivent autour de sources hydrothermales sous-marines au niveau desquelles on va avoir une interaction entre un fluide, c'est-à-dire de l'eau de mer qui va s'enfoncer dans la croûte océanique et qui va se réchauffer au contact, en tout cas en se rapprochant du magma. Cette eau va devenir un fluide extrêmement chaud qui peut dépasser les 350 degrés dans l'océan profond. Et ce fluide, en plus, va avoir lessivé les roches et donc va s'être enrichi en tout un tas de composés, comme les sulfures d'hydrogène, le méthane, les métaux lourds ou divers composés qui vont rendre le fluide acide. Alors, c'est des conditions qui étaient jugées particulièrement hostiles a priori pour la vie, mais qui, en fait, sont propices au développement de certains organismes, et notamment certains prokaryotes qui ont la capacité d'utiliser des composés qu'on trouve dans les fluides hydrothermaux pour produire leur matière organique. Par exemple, des bactéries qui oxydent les sulfures d'hydrogène et qui, grâce à ça, font une production primaire qu'on appelle de la chimiosynthèse. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de fixer du CO2 et de le transformer en matière organique sans recourir à l'énergie lumineuse, mais juste en recourant à l'énergie chimique issue du mélange entre un composé réduit, sulfure d'hydrogène, et l'oxygène qui est présent dans l'eau de mer. On a d'autres types de bactéries qui font des choses très intéressantes, en particulier des bactéries qui utilisent le méthane, qui va leur servir à la fois de source d'énergie et de source de carbone. Alors ça, c'est pour le monde microbien, mais la particularité des sources hydrothermales sous-marines, eh bien, c'est d'avoir accueilli une grande quantité de biomasse animale, comme ces moules que vous voyez sur l'image en bas à droite. Et dans cette biomasse animale importante, vous allez trouver, vous allez rencontrer en fait des organismes animaux qui vivent en symbiose avec ces types de bactéries que je viens de vous montrer. Alors j'ai du mal parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la réunion, ça fait sauter mon écran. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc ces animaux qu'on trouve en grande quantité autour des sources hydrothermales sous-marines, eh bien pour beaucoup d'entre eux vivent en symbiose avec des bactéries qui sont capables d'avoir ces types de métabolisme et qui vont à la fois fournir la nutrition de l'animal et en même temps, dans certains cas, le protéger contre la toxicité des fluides. Par exemple, les sulfures d'hydrogène sont extrêmement toxiques pour les hémoglobines animales ainsi que pour les mitochondries, si bien qu'on va avoir à la fois un rôle nutritionnel et un rôle de détoxification. Et dès lors, en fait, ça pointe l'importance des symbioses à la fois dans la nutrition, ça c'est quelque chose qu'on connaissait bien, mais aussi finalement dans la gestion d'un environnement toxique, dans l'adaptation ou l'acclimatation à un environnement toxique. Alors, ces moules Bathymobiolus, pour préciser, possèdent en fait des bactéries à l'intérieur d'un organe qui est hyper développé, qui est la branchie. Quand on ouvre ces moules, on voit que les branchies sont de très grande taille et quand on réalise des coupes histologiques, elles sont remplies
de bactéries symbiotiques, que j'ai ici colorées en rose pour les bactéries qui oxydaient les sulfures, et en vert pour les bactéries qui oxydaient le méthane. Dans le cas de cette espèce de moule, par exemple, que je vous montre, eh bien, on a deux types de bactéries qui cohabitent et qui permettent d'exploiter différentes ressources disponibles dans les fluides hydrothermaux. Alors, dans le cas de ces symbioses, où on a finalement un hôte, en l'occurrence la moule, et puis une diversité limitée de micro-organismes associés, ici nous n'avons que deux types de bactéries, ce sont des environnements très intéressants à étudier puisque une seule moule qui ferait 8 cm de long posséderait dans ses branchies autant de bactéries qu'on en trouve dans 1 mètre cube d'eau de mer ou dans 1 kg de sédiments. Donc dans ces symbioses, eh bien, il faut considérer les hôtes comme les habitats de micro-organismes et parfois même comme des habitats extrêmement denses de micro-organismes. Alors, en fait, cet exemple, c'est le cas d'une symbiose telle qu'on pouvait l'étudier il y a pas mal d'années, avec une diversité limitée d'organismes en symbiose avec l'hôte. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, on voit émerger des méthodes d'analyse à haut débit qui, en fait, ont ouvert les yeux de la communauté scientifique sur la diversité des organismes qui vivent en symbiose avec les hôtes. Grâce aux méthodes omiques, notamment en séquençage à haut débit, on s'est rendu compte qu'en fait, tout organisme, en particulier ici, je vais parler des animaux, vit dans un monde bactérien et est en fait accompagné d'un cortège de micro-organismes qui vont contribuer à une grande diversité de fonctions, qu'il s'agisse bien sûr de la nutrition, ça on connaissait, mais aussi de fonctions immunitaires, voire jouer un rôle dans les comportements. Alors cette révolution du microbiote, ou cette révolution du microbiome, elle nous conduit à regarder le vivant d'une manière un peu différente. On a des hôtes qui sont dépourvus de symbiote, ce qu'on appelle des hôtes aposymbiotiques. On a des micro-organismes libres dans l'environnement. Et à l'intersection des deux, on a cette association entre un hôte et des micro-organismes qu'on s'est mis à qualifier d'holobiose et qui, en fait, est vue par les biologistes comme l'assemblage de plusieurs entités en une seule. Donc, en fait, on arrive à cette équation que présentait Lynn Margulis, une pionnière de ce type de recherche, qui disait finalement 1 plus 1, donc un hôte plus un symbiote, ou plus plusieurs symbiotes, forment une seule entité. Donc, mathématiquement, c'est parfaitement rigoureux. 1 plus 1 égale 1. Et puis, il y en a une deuxième, c'est que ce qui est capable de faire cet assemblage, les fonctions qui est capable de réaliser cet assemblage, cet holobionte, eh ben, c'est plus que la somme des parties. Parce qu'à travers des complémentarités de fonctions entre l'hôte et ses symbiotes, on voit émerger des nouvelles structures ou des nouvelles fonctions. Donc en même temps, 1 plus 1 est strictement supérieur à 2. Alors évidemment, ça questionne des choses très fondamentales pour un biologiste, notamment ce que vous voyez en haut à droite. Si on porte le regard sur le vivant qui prend en compte cette symbiose et ce microbiote, eh bien nous n'avons jamais été des individus. Alors ces dernières années, finalement, on a vu cette conception de l'holobionte émerger dans la littérature scientifique, bien sûr, grâce aux méthodes à haut débit, mais bien sûr aussi dans le grand public. C'est ce qui illustre en fait les couvertures des différents journaux. Alors bien sûr, dans Nature, ça paraît normal. Dans The Economist, on voit bien aussi que l'introduction du microbiote présente des enjeux qui vont très au-delà, finalement, de la question scientifique. Il y a un autre élément qu'on ne prend pas toujours en compte, c'est que cet holobionte, finalement, vit dans un environnement qui est variable, qui a des caractéristiques, qui peut être stressant, qui peut être contaminé. Et en fait, la recherche à laquelle je participe essaye de s'intéresser au continuum entre ces hôtes, ces symbiotes, cet holobionte et cet environnement. Pourquoi? Parce que ce microbiote, très souvent, il est à l'interface directement avec l'environnement. La plupart des micro-organismes, par exemple, qui vivent en association avec l'espèce humaine, sont situés sur nos épithélia, alors soit l'épithélium de revêtement externe, par exemple, vous parlez de la peau, mais aussi sur l'épithélium digestif ou encore sur l'épithélium urogénital. Donc on voit que finalement, c'est une première couche d'organismes qui est rencontrée, qui fait l'interface entre l'hôte et son environnement. Donc il est évidemment très pertinent de s'intéresser entre la relation entre ce microbiote, l'environnement et l'hôte, et quel lien on pourrait avoir entre la complexité du microbiote et l'environnement. Alors, pour mener ces travaux, finalement, depuis mon arrivée au Muséum d'histoire naturelle, j'ai participé à développer de nouveaux sujets qui ont pris pour modèle des téléostéens. Alors, pourquoi les téléostéens, en fait? Bien parce que c'est 50% des espèces de vertébrés. Donc, c'est une grande diversité à la fois de comportements, de types d'organismes, de milieux de vie, de régimes alimentaires. Donc, ça permet de toucher à beaucoup de paramètres qui différencient les espèces entre elles. Ces poissons téléostéens, on les utilise déjà en écotoxicologie, par exemple pour savoir si un environnement est contaminé. Ils ont évidemment des intérêts, par exemple l'aquaculture ou la gestion des environnements. Ils ont des microbiotes moins complexes que les mammifères, tout en étant plus complexes que ceux des non-vertébrés. Donc on est quelque part en fait dans une zone où on a accès à une complexité importante
tout en n'ayant pas les mêmes contraintes éthiques déjà que de travailler par exemple sur l'homme, et puis une certaine facilité d'usage parce qu'on peut travailler au laboratoire avec des cycles plus rapides. Donc voilà pourquoi les téléostéens sont un bon modèle. On touche déjà à la complexité du microbiote sans combrer, entre guillemets, des problématiques inhérentes au travail avec des mammifères, par exemple. Les microbiotes des poissons téléostéens commencent à être un peu connus. Déjà, on sait qu'ils sont différents de ceux de l'eau qui les entoure et qu'ils sont influencés par la phylogénie, bien sûr, l'ontogénie, c'est-à-dire le moment du développement de l'organisme, la région du corps, on n'a pas le même microbiote dans le tube digestif et sur la peau, le régime alimentaire, mais aussi des phénomènes comportementaux comme la migration. Par exemple, les espèces diadromes ne vont pas avoir le même microbiote dans leur phase eau de mer et dans leur phase eau douce. Il y a évidemment des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et la présence éventuelle de contaminants. En dessous, je vous ai listé quelques noms: Proteobacteria, Firmicutes, Ténéricutes. Alors pour les non-microbiologistes, ces noms, ce sont des noms de phylums bactériens qui font partie des phylums qui dominent dans le microbiote associé aux poissons. Donc on voit qu'on a déjà une certaine diversité. Les rôles de ces microbiotes sont multiples, comme chez la plupart finalement des organismes hôtes. Il va y avoir des rôles dans la digestion, la protection, la participation à la réponse immunitaire, la dégradation des xénobiotiques, et ainsi de suite. Avec un compartiment particulièrement intéressant, c'est ce mucus que l'hôte va produire en fait en surface de ses épithéliums et qui va abriter ce microbiote. Donc, le microbiote est à l'interface entre hôte et environnement. Tout à l'heure, j'ai parlé des moules des sources hydrothermales en vous montrant un exemple de symbiose dans lequel finalement la symbiose contribuait à l'adaptation à un milieu extrême des sources hydrothermales sous-marines. Quand j'ai commencé à travailler sur les poissons, on a mené un petit projet avec Yves Desdevises, Philippe Coubier et Nelly Léger, grâce à un financement émergence de Sorbonne Université, pour étudier le lien entre microbiote et environnement extrême à travers l'exemple des poissons lanternes de la famille des Nyctophidés qu'on rencontre dans l'océan austral. Au cours d'une campagne océanographique, les collègues ont pu collecter des représentants de plusieurs espèces de Nyctophidés autour des îles Kerguelen. Et on avait en particulier 3 genres. Alors voilà les images, là, ils ne sont pas très beaux parce qu'ils ont déjà été un peu épluchés lors de la pêche au filet, qui ont été échantillonnés sur plusieurs sites. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une caractérisation du microbiote bactérien associé à 3 compartiments particuliers: la peau de l'animal, la branchie de l'animal, son tube digestif. Évidemment, en parallèle, il nous fallait caractériser le microbiote bactérien associé à l'eau. Pour ça, on a utilisé des méthodes de séquençage à haut débit avec un gène marqueur qui sert de carte d'identité aux bactéries, qui est l'ARN ribosomique 16S, et qu'on peut donc utiliser pour identifier les bactéries et comparer donc ces communautés entre elles. Pour vous donner une petite idée des résultats, voici Electrona antarctica, donc l'une des espèces sur lesquelles on a travaillé. Alors vous voyez qu'on a ici la composition du microbiote bactérien. Alors c'est des barres de couleurs, chaque couleur correspond à un groupe bactérien particulier. En haut, vous voyez la petite dizaine qui est en haut, ça correspond à la peau. Juste en dessous, vous avez la branchie, encore en dessous, le tube digestif, et en bas, l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Déjà, ce qu'on voit, c'est que les compositions de microbiote du poisson sont très différentes de celles qu'on rencontre dans l'eau. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. Mais ensuite, si on regarde celle du tube digestif, vous voyez que du rose quasiment, ça correspond à un groupe particulier, qui sont les mycoplasmatales. Et puis, le reste, eh bien, c'est plutôt du bleu qui correspond aux protéobactéries. Ce que nous indiquent ces résultats, c'est qu'il y a bien une spécificité du microbiote qui est différent entre différents tissus animaux. On a également regardé la diversité en termes de nombre d'espèces, c'est-à-dire richesse spécifique des communautés bactériennes. Et là aussi, on a une tendance assez forte, c'est que la plus forte diversité est observée dans l'eau, puis après dans la nageoire et la branchie, et toutes ces diversités alpha sont nettement supérieures à celles qu'on va rencontrer dans le tube digestif. Autrement dit, le tube digestif de ces poissons est l'environnement le moins diversifié qu'on puisse trouver dans ce cas-là. Ensuite, il convient de comparer la composition des communautés entre les différentes espèces et les différents tissus. Il ne s'agit pas juste de savoir qui est là, mais il s'agit de quantifier le niveau de différence entre les tissus et entre les espèces qu'on a examinées. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une représentation issue d'analyses multidimensionnelles. Le principe est assez simple. Il s'agit en fait, à partir de la composition des communautés bactériennes, alors la composition, c'est quelles espèces bactériennes et combien il y en a, quelle est leur proportion. Eh bien, on compare les compositions des communautés entre différents points. Chaque point, en fait, est un échantillon. Ça peut être, par exemple, un tube digestif d'une espèce particulière.
Comment comprendre ces graphes? Je vais vous en montrer plusieurs. En fait, ces graphes-là, tout simplement, plus deux points sont proches entre eux, plus ça veut dire que ce sont les mêmes types de bactéries qu'on rencontre et qu'elles sont présentes dans des abondances comparables. Ici, sur ce graphe-là, on voit bien que les points bleus qui correspondent à l'eau sont assez nettement séparés de tous ceux qui correspondent aux poissons. Et puis après, eh bien, les poissons entre eux, on voit que les points qui sont jaunes et verts sont relativement recouvrants, les points qui sont rouges sont différents. Et à partir de là, on peut faire des tests statistiques pour voir si la différence entre communautés est significative. Et évidemment, c'était le cas. Alors, quelle est la conclusion de ce premier travail, en fait, où on a abordé la question des téléostéens dans un milieu extrême? Eh bien, on avait des résultats remarquables. En particulier, la faible diversité du microbiote digestif avec à peine 10 espèces bactériennes. Et là, on s'est posé la question, est-ce que c'est lié au fait qu'on est dans un milieu extrême, l'océan Antarctique, ou est-ce que c'est une tendance forte de la famille des myctophidés? Et pour le savoir, il faudra qu'on teste en incluant dans notre analyse des myctophidés qui ne vivraient pas dans l'environnement antarctique. Ensuite, on a vu que les microbiotes de la peau et des branchies ressemblaient un peu plus à celui de l'eau de mer qu'il ne ressemblait à celui du tube digestif. Là aussi, ça paraît logique, le tube digestif, c'est un environnement très particulier puisque l'animal produit des enzymes digestives, le pH n'est pas tout à fait le même, le niveau d'oxygénation n'est pas non plus le même que dans l'eau de mer. Donc c'est assez normal d'observer des différences et de constater que le microbiote du tube digestif est nettement différent de celui de la peau de l'animal. Une petite anecdote pour les gens qui connaissent ces poissons nyctophidés. Ils ont des organes lumineux, c'est pour ça qu'on les appelle des poissons lanternes. Et une question qu'on s'est posée, c'était de savoir si dans ces organes lumineux, on allait rencontrer des bactéries productrices de bioluminescence. On sait qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont bioluminescents grâce à des symbioses avec des bactéries, notamment des vibrio et des photobactériums. On a voulu vérifier si c'était le cas ici, on n'en a quasiment pas trouvé. Ce qui nous laisse penser que la production de lumière par les poissons nyctophidés correspond bien à une activité réalisée par l'hôte et pas par des bactéries symbiotiques. Donc, ce qu'on peut dire de cette étude, c'est que le microbiote est influencé par l'environnement et finalement, peut-être que le microbiote, pour un groupe donné, aurait une diversité plus faible quand on est dans un milieu extrême. Ce projet, il a fait la transition avec mon arrivée au muséum. Et en fait, en 2017, en arrivant au muséum, je me suis incorporé dans l'équipe cyanobactéries, cyanotoxines et environnement, avec dans l'idée de mener des projets de recherche autour finalement de l'interaction entre microbiote et cyanobactéries, et notamment les épisodes d'efflorescence. C'est passionnant parce qu'en fait, eh bien, les efflorescences de cyanobactéries, comme vous les voyez sur cette image-là, c'est des phénomènes qui sont certes naturels, qui se produisent dans la nature, notamment quand la température s'élève, et indépendamment de l'activité de l'homme, mais qui sont amplifiés par l'activité de l'homme, notamment parce qu'on a introduit un certain nombre de débris organiques dans l'eau, et que donc on augmente la fréquence et l'intensité de ces blooms. Et en fait, ces blooms, ce sont des stress pour les organismes qui vivent dans l'eau, notamment dans les lacs, par exemple. Et en fait, à bien y réfléchir, c'est peut-être même le stress le plus fréquent que rencontrent les organismes qui vivent dans les lacs. Donc, c'était intéressant de se poser la question de l'impact de ce stress qui est à nos portes sur les poissons qui peuplent ces lacs et l'impact que ça pourrait avoir sur l'écologie lacustre. Notamment parce que certaines de ces cyanobactéries, non seulement elles prolifèrent, mais en plus elles produisent des substances bioactives en grande quantité, dont certaines sont toxiques pour les animaux, notamment dans ce qu'on appelle des cyanotoxines. À partir de là, on a décidé de s'intéresser à ce qui se passait chez les poissons exposés à ces blooms. Alors ces blooms, pour faire court, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils sont liés à deux grands phénomènes qui forment des cercles vicieux. Le premier, c'est l'eutrophisation. L'eutrophisation, en fait, est notamment due à l'apport de nutriments extérieurs, notamment l'azote, le phosphore, qui sont accélérés évidemment par nos activités agricoles, par exemple, et qui vont tout simplement constituer des engrais pour les cyanobactéries et les algues présentes dans les plans d'eau, et donc accélérer leur croissance. Et en accélérant leur croissance, eh bien, elles vont produire beaucoup de matière organique qui va elle-même se redéposer au fond quand ces microalgues meurent. Et donc, ça va en fait être un phénomène qui s'entraîne tout seul et qui va donc s'amplifier de lui-même. Le deuxième cercle vicieux qui vient se plaquer là-dessus, c'est le réchauffement climatique, l'élévation des températures, qui en fait va accélérer la photosynthèse et donc amplifier encore cette production primaire autochtone qui va donc accélérer encore l'eutrophisation des eaux. Donc vous voyez qu'on est face à deux phénomènes dont l'homme est responsables en grande partie et qui vont donc amplifier ces phénomènes d'efflorescence. Et donc poser problème aux poissons qui vivent, et aux autres organismes, bien sûr animaux, qui vivent dans ces plans d'eau.
Bien sûr, les poissons en souffrent. Alors, le cas extrême, c'est lors d'épisodes très forts, les poissons vont tout simplement mourir. Mais là, la raison est assez simple. C'est parce que ces efflorescences, en fait, vont, au moment où elles se dégradent, eh bien, être fortement consommatrices d'oxygène. Toute cette matière organique va être utilisée par des bactéries hétérotrophes en particulier, qui vont consommer tout l'oxygène et les poissons vont mourir d'asphyxie. Quand on en est là, le microbiome ne peut plus faire grand-chose. Mais il y a plein d'états intermédiaires, notamment quand ces efflorescences sont d'intensité moins élevée ou moins longue. Et on cherche à savoir justement quel est l'impact sur les poissons de ces épisodes d'efflorescence. Alors sur les poissons eux-mêmes, on connaît l'impact, il a été étudié depuis un certain nombre d'années, mais nous, on s'est intéressé à l'impact sur le microbiome de ces poissons. Pour ça, en fait, on utilise dans l'équipe CCE un petit poisson de téléostérum modèle, Orisias latipes, le Medaka, originaire du Japon. Il n'est pas très grand, c'est un modèle de laboratoire depuis le XXe siècle. Alors c'est un bon modèle parce qu'il se reproduit vite, il s'élève facilement, il se développe rapidement et il est résistant. Donc on peut le torturer avec pas mal d'expositions à des toxiques sans le tuer tout de suite et donc observer des effets de ces toxiques sur l'organisme. Donc c'est devenu à ce titre un modèle en écotoxicologie aquatique. Par exemple, au sein de l'équipe CCE, il y a des travaux qui ont été menés pour montrer l'impact d'une exposition à des cyanotoxines, parce que l'équipe CCE a un deuxième atout. Elle a une animalerie pour le Medaka et elle a aussi accès à la collection herbacelle de cyanobactéries et microalgues qui sont disponibles donc pour réaliser des expositions. Et grâce à l'expertise collective de l'équipe, finalement, on peut facilement réaliser des expériences d'exposition de ces poissons à des souches de cyanobactéries toxiques et voir ce qui leur arrive à ces pauvres poissons. Ici, on a un exemple tiré d'une publication qui vous montre en fait en marron la concentration des microcystines. Donc, c'est une hépatotoxine produite notamment par Microcystis, donc une des cyanobactéries le plus souvent responsables des efflorescences cyanobactériennes dans les plans d'eau tempérés. Et là, vous voyez comment cette toxine s'accumule dans le tube digestif, c'est les 3 photos du haut, et dans le foie, c'est la photo du bas, donc photo du bas au milieu. Et vous voyez en fait qu'elle s'accumule très fort avec plusieurs conséquences. La désorganisation des tissus, évidemment l'impact sur la physiologie de l'animal avec des fonctions exercées par le tube digestif et le foie qui sont altérées, donc un impact direct sur sa santé. Nous, on a voulu savoir en fait s'il y avait également un impact sur le microbiote associé à ces poissons Medaka. Donc on a réalisé une première expérience pilote dans le cadre d'un M2 avec Mariam Abibala pour exposer en fait nos poissons à différentes conditions au laboratoire. Donc on réalise bien sûr des contrôles. On a réalisé une exposition avec de la microcystine pure, donc un extrait qui ne contient que de la microcystine, avec une dose qui n'est pas très élevée, qui correspond en fait 2,5 fois à la norme acceptée dans l'eau de boisson. Donc il s'agit plutôt d'une exposition chronique que d'une exposition aiguë. Et puis, comme on s'est dit quand même qu'une cyanobactérie, ce n'était pas juste de la microcystine, mais c'était aussi un cocktail, et on parle beaucoup en toxicologie des effets cocktails, on a réalisé 2 autres expériences où on a en fait exposé nos poissons à des extraits de cyanobactéries toxinogènes, donc des microcystis qui produisent la microcystine. Mais cette fois-ci, en fait, on a pris nos microcystis, on a extrait leurs métabolites et on a exposé les poissons à l'ensemble du cocktail de métabolites qu'elles produisent pour voir si justement ça aggravait ou pas les choses. Donc ces expériences ont été menées durant 28 jours. On a incubé nos Medaka avec ces différentes conditions. Et puis, on a bien sûr réalisé une analyse du microbiote. Alors, on s'est focalisé sur le microbiote digestif des Medaka, en se disant que finalement, les microcystines étaient des toxines qui concernaient l'appareil digestif en particulier, et donc de voir ce qui se passait au niveau du microbiote. Alors, voilà des graphes qui ne sont pas à étudier en détail, mais en gros, quand on regarde la composition des communautés bactériennes qu'on a récupérées à l'issue de cette expérience, on peut déjà séparer 2 groupes. L'eau, à gauche, vous voyez que les histogrammes sont très bleu marine. Et puis à droite, les tubes digestifs où les histogrammes sont plutôt verts et violets. Donc déjà, là, à l'œil nu, on sait dire que les communautés bactériennes dans l'eau de ces expériences et dans les tubes digestifs des poissons sont très différentes. Ensuite, on voit déjà à l'œil nu, vous voyez que chacune des colonnes a une couleur. Il y a gris pour le contrôle, rose pour la microcystine pure, et puis vert clair et vert foncé pour les 2 extraits. Vous voyez déjà que côté tube digestif, il y a quelques différences, au moins qualitatives, sur la composition des communautés. On a fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a comparé la composition de ces communautés à l'aide de ces analyses multivariées qui vont rapprocher les points en fait en fonction de la composition des communautés.
Alors sur ce graphe, en fait, vous voyez une légende avec les conditions, et puis juste à gauche de cette légende, je ne sais pas si mon pointeur passe, c'est pour ça que je décris un petit peu les choses, mais juste à gauche de cette légende, vous voyez des points, des triangles, qui correspondent aux échantillons d'eau, et tous les autres vont correspondre aux échantillons de poissons, donc on voit cette différence de composition de communauté. Concernant les poissons, on a mis des ellipses en fonction du traitement. Vous voyez par exemple que l'ellipse du contrôle, qui est grise, et celle de l'exposition à la microcystine, qui est rose, sont largement superposées l'une à l'autre, tandis que celles qui correspondent aux deux extraits, la vert clair et la vert foncé, sont assez séparées de ces deux premières ellipses. Quand on fait des tests statistiques, on confirme qu'il y a une différence entre la composition du microbiote du tube digestif et de l'eau, que le microbiote du tube digestif des poissons contrôle et de ceux exposés à la microcystine n'est pas différent, et que ces microbiotes sont différents de ceux de chacun des extraits. Ça veut dire que chacun des extraits, finalement, conduit à une modification du microbiote digestif des poissons, mais à chaque fois d'une manière différente. Ça, c'était très intéressant. Ça montre que la microcystine à elle toute seule ne suffisait pas à affecter de manière massive la communauté dans les conditions qu'on a appliquées, qui sont donc une exposition de 28 jours. Par contre, les extraits, oui, ils ont une influence. Un autre point important, c'est qu'on observe une très forte variabilité entre les individus. Chaque point ici correspond à un individu, un poisson, donc le microbiote d'un poisson. Et on voit que ces points sont quand même étalés. Donc là, il y a aussi une leçon à tirer quand on étudie les microbiotes, et on le sait par notamment les travaux sur le microbiote humain, il faut absolument éviter de pouler les échantillons entre eux, parce qu'il y a une variabilité interindividu très importante qu'il est indispensable de prendre en compte quand on veut mettre en évidence l'effet de certains traitements. Alors, quels sont les taxa bactériens dont l'abondance varie? Voilà un exemple. Donc, toujours ce code couleur, gris pour le contrôle, rose pour la microcystine et vert pâle et vert foncé pour les deux extraits. Ici, par exemple, on a deux genres, Mycobacterium et Nocardia, qui sont particulièrement plus abondants dans le tube digestif de poissons exposés à l'un des deux extraits. Et ces deux genres, en fait, correspondent à, très probablement, à des bactéries pathogènes pour l'hôte. Donc pour nous, c'est un indicateur d'une dysbiose, c'est-à-dire d'un déséquilibre du microbiote digestif, avec probablement un impact sur la santé des hôtes. Le traitement vert foncé, lui, avait tendance à faire monter d'autres types de bactéries dans le tube digestif, en particulier sphingomonadal, rhizobial, saprospiral. Les noms ne vous parlent probablement pas, mais en tout cas, parmi ces bactéries, il y en a un certain nombre qui sont connus pour dégrader les métabolites de cyanobactéries. Donc on imagine peut-être un lien, tout simplement, l'utilisation par ces groupes bactériens de la ressource que constituent les métabolites cyanobactériens ingérés par l'animal. Alors évidemment, nos deux extraits ont deux effets différents, donc ça c'est quand même intriguant. Donc avec Benjamin Marie, on a mené, grâce à la plateforme de métabolomique du Muséum, on a mené une analyse de la composition métabolique de chacun de ces extraits. Donc voilà les deux extraits, vert clair, vert foncé, correspondent en fait à deux cultures, à deux souches différentes de microcystis. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de familles, alors il y a plein de métabolites bien sûr, et il y a un certain nombre de familles de métabolites qui sont rencontrées. Par exemple, les cyanopeptolines sont rencontrées plutôt dans l'extrait vert foncé, comme les aéruginosines, alors que les microcystines sont rencontrées dans les deux types d'extraits. Donc on voit que les deux extraits ont des métabolomes un peu différents. Et ces familles de composés, en fait, eh bien, ont des effets, notamment des effets antibactériens, ou des effets même contre les eucaryotes. Donc on imagine en fait que l'effet sur le microbiote digestif pourrait passer par les métabolites produits par les cyanobactéries. Donc la composition du microbiote digestif, elle est influencée par des niveaux faibles d'extraits complexes. Donc probablement que ces cocktails de métabolites ont un effet assez fort sur la composition des microbiotes associés aux poissons, peut-être à travers des effets synergiques entre métabolites. Ensuite, les groupes bactériens qui varient dépendent de l'extrait. Donc, il y a probablement à la fois des effets déterministes, autrement dit, la présence de tels composés chimiques dans un extrait favorise ou défavorise une lignée bactérienne particulière. Et puis, il y a évidemment probablement aussi des effets stochastiques. Le microbiote digestif est perturbé et ce qu'on observe après, c'est aussi des effets stochastiques liés justement au fait que telle ou telle bactérie, suivant les circonstances, va changer d'abondance. Alors évidemment, en travaillant en microcosme sur des extraits, alors soit de la microcystine pure ou des extraits de métabolites, on est quand même très loin du milieu naturel, on est dans quelque chose qui est très réductionniste comme approche, pourtant indispensable parce qu'il faut réussir à décortiquer les effets de chacun des phénomènes qu'on observe. On a complexifié, grâce au soutien de l'ED227 et aux ATM du Muséum, on a pu
amélioré considérablement ses travaux au cours d'une thèse. Addison Gallet a réalisé cette thèse, elle est en train de la terminer, où cette fois-ci, on a franchi un cran de complexité, on a exposé les poissons à des efflorescences qu'on a simulées, donc on a maintenu des cultures au laboratoire, et puis on a carrément inoculé les aquariums dans lesquels on mettait les poissons avec une certaine quantité de cyanobactéries pour simuler un bloom. Alors vous voyez, il y a 3 niveaux d'intensité, 1 microgramme par litre, 10 microgrammes par litre et 100 microgrammes par litre. Ça, c'est la quantité de chlorophylla. Donc ça décrit, c'est un descripteur de l'intensité du bloom. Donc on a fait une exposition de 28 jours sur le même type de poisson, dans le même type d'aquarium, mais cette fois-ci à une efflorescence qui comportait vraiment la cyanobactérie. Ça, c'est la première étape qu'on a réalisée. Les suivantes, je vous en parle après. 28 jours, en fait, on a comparé les communautés bactériennes, donc entre des poissons qui sont restés dans l'eau, c'est ceux qui sont tout à gauche, l'aquarium bleu, et puis des poissons qui ont été exposés au niveau le plus élevé de bloom, 100 microgrammes par litre de chlorophylle A. Alors, il y a un aquarium qui est bleu, jaune clair. Celui-là, c'est un aquarium dans lequel on a fait un contrôle. On a mis l'eau, mais on y a aussi mis le milieu de culture stérile dans lequel on fait d'habitude pousser les cyanobactéries. Parce que bien sûr, ce milieu de culture, il est eutrophe pour favoriser la pousse des cyanobactéries. On a besoin de savoir s'il aurait un effet sur les communautés microbiennes. Alors là, sans entrer dans le détail statistique, ce qu'on voit tout de suite sur ce graphe, c'est que tout le monde a des belles bandes jaunes, sauf le groupe de poissons qui est associé à l'efflorescence la plus forte. Ces bandes jaunes, c'est les firmicutes, et les firmicutes, ça va être mon fil conducteur. Pour ne pas entrer dans le détail de tous les groupes bactériens qui bougent, je vais me servir des firmicutes, en fait, pour illustrer le type de variation qu'on observe. Donc, ce qu'on voit ici d'office, c'est que la quantité de firmicutes change au niveau d'exposition le plus élevé. Parmi ces firmicutes, ces histogrammes qui sont juste en dessous, en fait, ces firmicutes, c'est une seule espèce bactérienne. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est une espèce bactérienne qui peut représenter jusqu'à 70 ou 80% des bactéries présentes dans le tube digestif. Sauf qu'au niveau le plus élevé d'exposition au bloom, eh bien, cette bactérie, elle disparaît. Donc ça illustre une chose qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a un changement de composition des communautés bactériennes dans les poissons qui sont exposés au bloom. À gauche, ici, vous voyez une analyse en coordonnées principales. C'est encore cette analyse multivariée où chaque point correspond au tube digestif d'un poisson. Et plus les points sont proches entre eux, plus la composition des communautés bactériennes est similaire. Donc sur ce graphe, on voit par exemple que les points bleus, qui correspondent aux poissons qui ont été exposés 28 jours à l'eau, sans aucune cyanobactérie, sont notamment différents des points vert foncé, c'est-à-dire les points correspondant aux poissons ayant été exposés pendant 28 jours au niveau le plus fort de bloom. Quand on fait un test statistique, évidemment, ces deux conditions extrêmes sont très différentes. Pour aller plus loin, on a également étudié, en développant un protocole spécifique d'extraction de métabolites, on a également étudié la composition en métabolites de ces tubes digestifs aux différents pas de temps. Donc, on a pu le faire sur les mêmes individus. Donc, on peut avoir pour un individu la composition de son microbiote, mais aussi celle de son métabolome. Et ça, c'est le graphe que vous voyez en haut à droite. Donc, en fait, c'est le même type d'analyse, mais cette fois-ci avec la composition non plus en bactéries, mais en métabolites. Et là encore, on voit bien en particulier se distinguer les points bleus, enfin les triangles bleus techniquement, des triangles verts et des triangles vert foncé en particulier qui correspondent au niveau d'exposition le plus net. Alors ça, c'est très important parce que en microbiologie, on sait que la composition des microbiotes, eh bien, elle est très variable d'un individu à l'autre. Et les études menées sur le microbiote humain avaient quand même mis en évidence un phénomène, c'était que la composition en microbes pouvait varier d'un individu à l'autre, mais les fonctions, elles, étaient relativement conservées. Alors, pour faire un parallèle, en fait, ça a amené la notion de redondance fonctionnelle, c'est-à-dire que si ce n'est pas la bactérie A qui exerce telle fonction dans votre microbiote, peut-être que c'est la bactérie B, mais qu'elle exerce la même fonction. Pour faire une analogie très simple, c'est le même principe qu'une pièce de théâtre. Vous pouvez imaginer conserver les rôles en changeant les acteurs. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est capital. Ça veut dire que quand on étudie un microbiote, il ne faut pas se contenter de sa composition, il faut aussi aller creuser les fonctions réalisées. Et le métabolome est très intéressant pour ça, parce que le métabolome, en fait, c'est une photographie des métabolites qui sont présents à un instant T dans un échantillon. Évidemment, ces métabolites, eh bien, ils sont l'une des manifestations du phénotype. Donc, si ces métabolites sont complètement différents, on peut tout à fait supposer, raisonnablement supposer, que fonctionnellement, il y a des différences entre nos échantillons. Donc là, on a un outil assez simple d'accès pour avoir une fenêtre
et examiner les fonctionnalités. Il y a un autre truc qui est très intéressant quand on associe les données de métabolomique et de microbiote, c'est d'aller faire ce qu'on appelle des multi-omiques, c'est-à-dire en fait corréler les abondances de différents types de bactéries avec les abondances de différents types de métabolites. Et on va détecter des associations, c'est-à-dire des types de bactéries particulièrement associés à des types de métabolites. C'est ce que vous voyez en bas à droite, en fait. On a des des points qui sont orange, qui correspondent à différentes espèces bactériennes, des ASV, ce qu'on utilise comme proxy pour les espèces bactériennes. Et puis, vous voyez les rectangles blancs, ils correspondent à des métabolites. Ce qui est décrit dedans, c'est leur masse, en fait. On ne les caractérise pas plus que ça. On ne peut pas les identifier, contrairement aux bactéries, parce qu'on n'a pas de base de données exhaustive, alors que pour les bactéries, on a des bonnes bases de données. Et puis après, on peut faire les liens entre les deux. Par exemple, le spot orange qui est en haut à droite, vous voyez, eh bien, il a des liens avec 3 métabolites et ces liens ont des couleurs chaudes, c'est plutôt orange et rouge. Ça veut dire que l'augmentation d'abondance de cette bactérie est corrélée avec l'augmentation d'abondance de ces métabolites. Et puis, vous en avez d'autres, ils ont plutôt des couleurs qui sont dans le bleu, notamment dans le bas de mon schéma. Là, ça veut dire que les corrélations sont négatives. Donc, vous voyez qu'on peut commencer à faire des liens, finalement, entre la présence de certaines bactéries et la présence de certains métabolites. Donc, c'est un outil capital. Ce que nous montrent ces travaux, en fait, c'est qu'une efflorescence concentrée à 100 microgrammes par litre de chlorophylle A de Microcystis, donc notre espèce toxinogène, elle altère la composition des communautés bactériennes associées au médaca. En particulier, elle diminue l'abondance des firmicutes, dont je vous ai parlé, c'était mes bandes jaunes. On voit aussi en parallèle augmenter des bactéries qui sont potentiellement pathogènes. Donc ça peut être des indicateurs de dysbiose. Le microbiote n'est plus à l'équilibre, donc on a une opportunité pour certains pathogènes de se développer et de prendre le dessus. On a une forte corrélation entre bactéries et métabolites, ce qui veut dire que ces changements de composition de microbiote sont associés à des conséquences fonctionnelles. Maintenant, on veut savoir quelles sont les fonctions altérées. Et donc, avec Sébastien Allary, qui travaille aussi dans l'équipe CCE, on a lancé une exploration en cours, bien sûr dans le cadre de la thèse d'Alison Gallet, par la génomique fonctionnelle, où en fait, on essaie de comparer les fonctions réalisées par le microbiote des individus non exposés au Microcystis versus celui des individus exposés au niveau maximum de Microcystis. Et ce qui est très intéressant, là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, et puis les analyses sont en cours, eh bien, c'est qu'on voit que fonctionnellement, en termes de composition génomique, on retrouve ce qu'on connaissait chez l'homme. Il n'y a pas tellement de différence entre les fonctions du microbiote à 0 microgramme et à 100 microgrammes. Donc, encore une fois, ça suggère la redondance fonctionnelle. Pourtant, le métabolome, lui, nous dit que fonctionnellement, il y a des différences. Donc, il y a quelque chose qu'on doit creuser grâce à la génomique fonctionnelle qu'on essaye de faire monter en puissance dans notre équipe et dans l'UNR. Alors, cette manip, elle est passionnante, sauf que dans la nature, en fait, ces blooms sont des épisodes temporaires auxquels succède un retour, on va dire, à la normale, avec une eau qui va s'éclaircir, et puis très souvent, en fait, d'autres blooms. Les blooms, c'est des phénomènes qui sont itératifs. On peut avoir des blooms successifs au cours d'une saison. Et donc, évidemment, en tant que biologiste, on s'intéresse à l'impact à travers 2 éléments qu'on a testés. À la suite de cette exposition de 28 jours, on s'est intéressé au phénomène de résilience. C'est-à-dire, une fois que ce bloom est terminé, quand il n'y a plus de cyanobactéries dans l'environnement, que deviennent les microbiotes? Est-ce qu'ils retournent à l'état initial, c'est-à-dire le microbiote d'un individu qui n'aurait pas été exposé ou pas? Et deuxième chose, on s'est intéressé aussi à un effet qu'on appelle le priming, alors que j'ai envie d'appeler ici habituation. Est-ce que le fait d'avoir subi un premier bloom rend le microbiote plus résistant à un deuxième? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un phénomène d'acclimatation du microbiote? Donc pour ça, on a réalisé 2 petites manips. Les poissons qui avaient survécu qu'on n'avait pas exécutés à l'issue des 28 jours, on les a ensuite transférés dans l'eau claire pendant quelques jours, 5 jours. On a prélevé des poissons pour voir ce que devenait le microbiote. Et puis après, les poissons qui restaient ont été transférés dans un deuxième bloom de niveau le plus élevé, 100 microgrammes par litre de chlorophylle. Donc en fait, ils prennent un deuxième bloom de force équivalente au bloom le plus élevé, qu'une réexposition. Alors pour parler rapidement de ça, en fait, en haut à gauche, vous avez ici des histogrammes qui vous montrent ce que deviennent ces microbiotes après un premier traitement. Donc, par exemple, vous avez D3300, ça veut dire on est au 33e jour. Du jour 0 à 28, on était dans l'eau. Et du jour 28 à 33, on était encore dans l'eau. Puis à droite, vous avez du D3300, ça veut dire que ces poissons-là, eux, ils ont passé les 28 premiers jours dans 100 microgrammes par litre
de cyanobactéries. Et après, ils ont eu leurs 5 jours de rémission dans l'eau claire. Donc, on voit que chez tous ces organismes-là, quel qu'a été le traitement qu'ils ont subi au cours des 28 premiers jours, eh bien, on voit remonter les firmicutes. En tout cas, ils sont là. On retrouve cette bande jaune. Donc, ces firmicutes sont résilients. Ça veut dire qu'en fait, quand un bloom s'arrête, alors que pendant le bloom, ils ont disparu rapidement, eh bien, on les voit revenir. Donc, c'est une forme de résilience. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a le deuxième bloom? Eh bien, vous voyez, ce sont les histogrammes du dessous. Eh bien, on le perd, ce jaune. Donc, en fait, une deuxième efflorescence va de nouveau faire régresser considérablement les firmicutes dans le tube digestif de nos poissons. Ce qui veut dire que ces firmicutes, en fait, eh bien, ils vont être particulièrement touchés, affectés par le deuxième bloom, exactement comme il l'avait été par le premier. Là aussi, sans entrer dans le détail, on a une très belle corrélation avec la composition en métabolites. Alors, qu'est-ce que ça nous confirme, ce travail-là? Ben, ça nous confirme que 5 jours dans l'eau claire suffisent finalement à ce que le microbiote revienne à une condition où se tende à se rapprocher de la condition initiale, c'est-à-dire la condition hors exposition à un bloom, et que dans le même temps, un bloom de 5 jours suffit déjà à produire des effets considérables sur le microbiote. Comme ça nous a vraiment intéressé de voir une chose si rapide se produire, eh bien, nous avons entamé un M2 avec Pierre Foucault, Alison et Benjamin, et Charlotte Duval, qui a aussi beaucoup participé à ce travail-là. On a mené une étude pour, cette fois-ci, étudier la cinétique du changement du microbiote, la cinétique précoce de traitement, des poissons qu'on laisse dans l'eau, et puis d'autres qu'on expose au bloom le plus élevé. Et en fait, on a fait des échantillonnages au bout d'1 jour, 2 jours et 4 jours, pour voir comment évoluait la composition du microbiote et du métabolome. Alors, là aussi, je ne vais pas vous enquiquiner avec plein de détails, je vais juste vous dire que ce graphe-là nous montre une chose intéressante. Celui qui est à gauche, vous voyez des points qui sont violets, rouges et orange, ce sont les points qui correspondent à D0 et D1. Ces points sont relativement serrés, ça veut dire que les communautés se ressemblent. Par contre, les points qui sont verts et bleus sont beaucoup plus étalés. Ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, à partir de 2 jours, eh bien, on voit ces microbiotes, leur composition varier. Donc, on a l'impression que le premier jour, il ne s'est pas passé grand-chose, mais à partir du deuxième jour, les microbiotes commencent à diverger massivement. Maintenant, si on s'intéresse aux firmicutes, puisqu'on les a choisis comme fil conducteur pour notre affaire, eh bien, voici le graphe de droite qui vous montre en fait que ces firmicutes sont présents à D0, à un niveau qui fait une 60aine de % de la communauté bactérienne, à D1, qu'on ait été dans l'eau, c'est D1,0, ou qu'on ait été dans le traitement d'exposition, D1,100, on les trouve encore, ces firmicutes, ils ont un peu baissé. Par contre, à D2, à partir de D2, et c'est encore plus vrai à D4, on les trouve encore dans les traitements non exposés au microcystis. Par contre, dans les traitements exposés au microcystis, ils ont déjà disparu. C'est D200 et D400. Donc, vous voyez que, en fait, on voit ce microbiote qui, en 2 jours, a déjà des changements de composition majeurs. Et la baisse des firmicutes est très rapide, puisqu'au bout de 2 jours, il n'y en a déjà quasiment plus. C'est moins vrai quand l'exposition se fait sans microcystis. On fait la même chose sur le métabolome, et on s'est posé une question. Il y a une histoire d'œuf et de poule dans cette affaire-là. On peut se demander qu'est-ce qui fait que le microbiote change. En fait, est-ce que les changements du microbiote sont à l'origine des changements qu'on observe dans le métabolome, et donc des changements fonctionnels, ou est-ce que c'est les changements du métabolome qui finalement entraînent les changements de composition du microbiote? Pour ça, on a essayé de comparer les cinétiques en fait, de la composition en microbes, bactéries, et de la composition en métabolites. Et donc, voici ce que montrent ces graphes. Le graphe qui est à gauche, en fait, compare la cinétique du métabolome avec celle du microbiote dans la condition eau, c'est-à-dire sans microcystis. Le principe, c'est que si les deux cinétiques sont parallèles, c'est-à-dire que ça change à la même vitesse pour le microbiote et le métabolome, c'est censé suivre la ligne orange. Donc, vous voyez que c'est à peu près le cas ici. Par contre, quand on regarde le traitement en présence de microcystis, eh bien, vous voyez que ce n'est plus le cas. On n'est plus sur la ligne jaune, on est dans le quart, enfin dans le triangle inférieur droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend par exemple le point D1, ça veut dire qu'au bout d'une journée, eh bien, le microbiote a déjà eu 50% de sa variation totale, quand le métabolome n'en a eu que 12,5. Et donc, ce que ça nous amène à dire, c'est que le microbiote, dans cette condition, changeait plus vite que le métabolome, ce qui nous amène à suspecter, sans pouvoir le prouver, parce que corrélation n'est pas causalité, mais ça nous amène à penser que peut-être que le changement commence par le microbiote et que ce changement de microbiote entraîne les changements de composition en métabolites
qui vont ensuite affecter la physiologie de l'animal. Donc, c'est vraiment un travail en cours. Donc, ce que ça nous dit, ces expériences de résilience et de priming, eh bien, c'est que le microbiote, il est résilient. Je l'ai illustré avec le retour des firmicutes, même après seulement 5 jours. Qu'une seconde exposition a un impact important et qu'il n'y a pas de priming, c'est-à-dire le fait d'avoir déjà subi un blue n'a pas l'air d'acclimater le microbiote à mieux résister au deuxième. Le métabolome des tissus sans microbiote, j'en ai pas parlé ici, on a en parallèle bien sûr regardé le métabolome des tissus dépourvus de microbiote, le foie, le muscle. Lui, pendant cette expérience, il est resté relativement stable, ce qui veut dire que l'impact fonctionnel concernait d'abord le tube digestif, ce qui est assez cohérent avec le fait que le microbiote y est localisé, et puis que ce tube digestif, bien sûr, c'est le premier, c'est un site d'exposition pour l'hôte. Donc les communautés changent très rapidement dès 2 jours. Et en cas d'exposition, leur changement semble devancer, je dis provoque avec un point d'interrogation, les changements de métabolisme. Alors évidemment, tout ce travail-là, il se passe au laboratoire, on est très loin de la nature, et donc la dernière partie de mon topo, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on apprend sur la vraie biologie, celle qui se passe dehors? Bien sûr, pourquoi on n'a pas fait ce travail dehors directement? Parce qu'il y a trop de facteurs confondants. Donc dans la nature, l'idée, c'est d'aller explorer justement ce lien entre efflorescence et microbiote dans des environnements naturels, et ça, on a pu le faire. On a eu la chance de pouvoir le faire dans le cadre d'un programme mené en collaboration avec Cécile Bernard, Jean-François Humbert et Catherine Quillier, où en fait, ils ont réalisé une étude, un suivi temporel de la lagune Aguien en Côte d'Ivoire pour étudier justement notamment la présence de bloom et la présence de toxines associées aux cyanobactéries, avec une problématique de santé publique, puisque l'eau de cette lagune est utilisée par les populations locales. Nous, on s'est greffé là-dessus, on a étudié le microbiote des poissons qui étaient collectés dans ces maniers. On avait 4 espèces, 3 cyclidés plus Chrysictis microdigitatus, avec des régimes alimentaires subtilement différents. Et on a comparé la composition des communautés. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais encore une fois, à droite, ici, vous voyez un graphe qui compare les compositions de communautés. On voit par exemple que l'eau, qui est en violet, et les poissons ont des compositions différentes. Et parmi les poissons, par exemple, le rouge, la Chrysictis, eh bien, vous voyez que les points sont plutôt concentrés en bas à gauche du schéma. Donc là aussi, il y a des différences entre les espèces de poissons. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces poissons, il y en a un notoirement qui est carnivore, c'est les micromys. Et donc sur le côté gauche, vous voyez le niveau de richesse spécifique des microbiotes digestifs. Et vous voyez que la bulle jaune, elle est plus basse que les autres bulles. Et ça, c'est assez logique. On sait que chez les poissons carnivores, eh bien, la diversité, comme d'ailleurs chez les vertébrés carnivores en général, la diversité du microbiote digestif tend à être inférieure à celle des herbivores et des omnivores. Quand on fait nos comparaisons statistiques, on voit que tout est différent de tout. C'est-à-dire que les compositions bactériennes sont différentes entre poissons, entre espèces, sauf pour le tilapia et le sarotérodon, qui ont des communautés qui sont non significativement différentes. On peut se poser la question, est-ce que c'est à cause du fait que c'est des espèces différentes ou est-ce que c'est à cause du fait que ce sont des régimes alimentaires différents? Ça, pour l'instant, ce n'est pas possible de le trancher. Il y a une autre chose qu'on a fait. Tout à l'heure, on a parlé de nos expérimentations et on a regardé des dynamiques. Hein, qu'est-ce qui se passe quand il y a une exposition? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un événement dans l'environnement? Et comment les communautés changent? Ça, on a pu le faire aussi dans ces poissons. 2 espèces, Chrysictis et Tilapia, ont été échantillonnées chaque mois pendant 1 an, en parallèle de l'eau. Et ici, encore ces histogrammes avec des couleurs et encore nos firmicutes en jaune. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Alors, je vais prendre le cas de Chrysictis, les firmicutes dominent tout le temps. Mais si on prend le cas du tilapia, on voit que les firmicutes dominent en particulier pendant les 2 périodes qui sont entourées en bleu, qui correspondent à des épisodes de forte pluie. Ces épisodes de forte pluie, c'est intéressant, en fait, elles diluent un peu les efflorescences. Il y a une efflorescence permanente, en fait, de niveau variable dans le temps, mais il y a toujours des algues et des cyanobactéries. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fortes pluies, elles ont tendance à faire baisser finalement la concentration des algues, dont les cyanobactéries. Et de la même manière qu'on avait vu que nos firmicutes chez le Médaca étaient plutôt plus abondants quand il n'y avait pas trop de cyano, bah là c'est un peu le cas aussi. Donc voilà, c'est une première corrélation, c'est difficile d'aller plus loin. Mais c'est un résultat qui semble démontrer que les dynamiques qu'on a vues à l'œuvre dans nos microcosmes, ben, elles opèrent probablement aussi dans la nature. Donc, on retrouve des groupes comparables chez les poissons de la lagune Aguien, donc des poissons qui ont vécu toute leur vie dans l'environnement et non pas dans des bassins de nos laboratoires. On a des différences importantes entre espèces, peut-être en lien avec les régimes alimentaires. Donc, attention à nos extrapolations quand on commence à dire voilà ce qui se passe quand un bloom se produit. Non, ça concerne le Médaca, dans les conditions dans lesquelles on a travaillé. On ne peut pas en faire une généralité, on est obligé de creuser ça davantage avec d'autres modèles.
La variation dans le temps nous démontre que le microbiote est dynamique, probablement en lien avec les blooms. Il y a très peu d'études qui étudient cette dynamique du microbiote dans le temps, mais clairement, c'est une donnée qu'il va falloir s'approprier. Un dernier point, mais ça, c'est plus des pistes de recherche parce qu'il ne me reste pas tellement de temps, c'est que, au fur et à mesure de ces travaux, en fait, et notamment avec l'apport de Sébastien Allary, qui travaille comme chargé de recherche dans notre équipe, eh bien, on a étudié aussi, bien sûr, ces cyanobactéries qui sont dans les blooms, et on s'aperçoit que, bien sûr, on sait que les poissons ont un microbiote associé, ou que nous, on a un microbiote associé, ou que les plantes multicellulaires ont des microbiotes associés, mais on prend conscience de plus en plus que même nos algues unicellulaires, y compris donc nos cyanobactéries, ont des microbiotes associés. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas toutes seules, elles forment des associations, des consortia microbiens. Et ces consortia, en fait, ont des rôles fonctionnels très importants. Par exemple, chez certaines cyanobactéries, on va les trouver en association avec des bactéries qui vont fixer l'azote et donc qui vont contribuer à aider leur métabolisme, notamment chez des cyanobactéries qui ne sont pas capables de fixer l'azote elles-mêmes. Et ce qui est passionnant pour l'avenir, et ce qui est vraiment une piste de recherche sur laquelle on travaille beaucoup, c'est que ces consortia, en fait, on s'est aperçu à travers ces études un peu pilotes, qui sont en partie conservés dans nos collections, puisqu'en fait, dans la collection herbacelle de microalgues et cyanobactéries, eh bien, quand on regarde nos algues en culture, ces collections qui ne sont pas axéniques, eh bien, on voit qu'elles sont associées à un microbiote qui est relativement cohérent et conservé, et qu'on commence à explorer. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ici, par exemple, sur des souches d'Aphanisomenone, Sébastien Allary et Benjamin Marie, dans le cadre d'un projet qu'on mène ensemble, ont pu démontrer que, eh bien, on avait des associés bactériens, donc différents types de bactéries, notamment 5 taxons principaux, avec des complémentarités fonctionnelles qui vont permettre finalement de compléter, de booster les trous du métabolisme des cyanobactéries. Et là aussi, ce microbiote associé aux algues qu'on appelle parfois phycosphère, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder et qui est un sujet émergent. Pour conclure cet exposé, je voudrais revenir justement sur mon point de départ. Microbiote, stress, milieu extrême, écotoxicologie, ce lien entre microbiote, hôte et environnement, il est clé. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement d'un hôte, il y a l'hôte, il y a son environnement, et quelque part à l'interface, il y a un microbiome. Et ça participe à l'homéostasie des hôtes. Et puis, en fait, dans la nature, il se passe des choses. Il y a des choses qui viennent de l'environnement, des stress, des toxiques, des contaminants, des facteurs biotiques, abiotiques, peu importe. Là, j'ai mis le terme générique de contaminant. Mais le microbiote, c'est la première ligne de défense. Et il peut avoir plein de rôles. D'abord, il peut avoir aucun rôle. Auquel cas, il ne va évidemment pas affecter enfin, en tout cas, il ne va pas interférer avec l'interaction entre l'hôte et son environnement. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce microbiote, il peut parfois séquestrer des contaminants, tamponner une variation environnementale, inactiver une molécule, et donc finalement protéger l'hôte. A contrario, parfois aussi, il peut potentialiser l'effet d'un contaminant en l'activant, par exemple en transformant une molécule modérément toxique en un truc épouvantable qui va être très dangereux pour l'hôte. Donc, en fait, il peut avoir une interaction ambivalente avec l'hôte et ça peut nous amener justement à un effet altéré, à un état altéré pour l'hôte et aussi à un état altéré du microbiote parce que lui-même, évidemment, sensible à ces expositions, peut changer de composition et passer d'un état fonctionnel, qu'on appelle parfois eubiotique avec tous les guillemets qui vont, à un état dysbiotique, c'est-à-dire un état où finalement ce microbiote n'est plus optimal pour l'hôte. Et quand il est plus optimal, il remplit plus la totalité des fonctions, en tout cas plus de la même manière, et ça peut altérer considérablement eh bien, ça peut avoir un impact très fort sur les autres. Alors au milieu de ça, qu'est-ce qu'on doit étudier? Bien sûr, les interactions, la corrélation, la causalité, et faire le distinguo entre les deux, les aspects temporels, les aspects de variation des communautés, la notion de dysbiose, et à la fin, se poser la question, dans quelle mesure le microbiote, finalement, va avoir une influence en particulier sur l'hôte, éventuellement pouvant aller jusqu'à des pertes de fitness. Notamment dans le cas en fait, de nos expositions, puisque je vous l'ai dit, c'est des phénomènes itératifs. Si en permanence le microbiote des poissons n'est pas optimal parce qu'il a été perturbé en raison de ces épisodes répétés, bien sûr qu'à long terme, ça peut avoir un effet sur la fitness des hôtes, sur l'efficacité alimentaire, le succès reproducteur. On peut se poser aussi la question, bien sûr, de la capacité, en travaillant sur ces concepts-là, à faire des prédictions, à définir les microbiotes eubiotiques, donc fonctionnels, et les fonctionnalités associées, ce qui n'est pas simple, mais qui est souhaitable. Donc, on doit s'interroger sur la pertinence de nos modèles, que ce soit en milieu extrême, en écotoxicologie, en biologie du stress. Parfois, les modèles qu'on utilise ne sont pas pertinents. Un autre point capital,
c'est qu'on travaille au laboratoire, par exemple sur nos médacas, sur des espèces qui ont subi ce qu'on appelle une domestication, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus forcément les microbiotes qu'on rencontre dans la nature, elles ont le microbiote qu'elles ont acquis, développé, optimisé peut-être, dans les conditions dans lesquelles on les conserve au laboratoire. Donc ça, c'est un effet qu'il convient absolument d'examiner. On doit aussi repenser nos designs expérimentaux, notamment les effets confondants, les niveaux de réplication, les méthodes de quantification sont à revoir. Par contre, les outils, on les connaît, hein, c'est les omics, tout ce qui va nous permettre en fait d'aborder des systèmes complexes dans leur globalité d'une manière holistique. Il nous faut du fonctionnel et il nous faut des bases de données, notamment j'ai parlé de métabolomique, il nous faut des bases de données métaboliques. Donc, pour terminer ce topo, et parce que nous sommes au muséum, il y a une citation qui est classique, on dit que rien en biologie ne fait sens hors de la lumière de l'évolution, d'Obzhansky. Moi, j'ai envie de dire que rien en biologie ne fait sens hors l'éclairage du microbiome, même pas l'écotoxicologie, même pas la biologie du stress, et donc on doit développer des approches sur ces problématiques qui prennent en compte ce compartiment du microbiome, du microbiote, pour justement l'incorporer à nos réflexions. Il est un des éléments de la réponse, il est un des éléments des causalités. Donc les microbiotes agissent sur l'environnement, ils sont altérés par l'environnement, que cet environnement soit biotique ou abiotique. Ils sont corrélés au phénotype des hôtes. Donc évidemment, l'écotoxicologie, la biologie du stress, l'étude des milieux extrêmes doivent intégrer les microbiotes. On a les outils, ce sont les omics et leur combinaison en multi-omics. Notamment parce que quand on travaille sur le monde microbien, la plupart de ce sur quoi on travaille n'est pas cultivable. Donc on ne peut pas forcément ramener un système symbiotique ou un holobionte à des pièces détachées qu'on aurait mises en culture. Et bien sûr, les designs expérimentaux sont à adapter, mais je l'ai déjà dit. Donc le microbiote est influencé par la composition chimique de l'environnement et biologique. Il est affecté par les environnements extrêmes. Il est influencé par la présence de cocktails de molécules bioactives. Et on doit donc développer de plus en plus des approches à plusieurs échelles, allant de l'expérimentation en microcosme, certes réductionniste et critiquable, mais qui permet au moins de s'approcher de la causalité, en passant par les mésocosmes, les environnements naturels, et aller vers l'étude de ces systèmes complexes sans forcément ignorer les difficultés et les raccourcis qu'on est amené à faire. Maintenant, on veut savoir aussi, et ça c'est des objectifs pour nos équipes de recherche, quel est l'impact fonctionnel réel de ces variations? Parce que le lien entre structure d'une communauté bactérienne et fonction, il est éclairé un peu par la métabolomique, il est éclairé un peu par la génomique, un peu par la transcriptomique. Et tous ces éléments doivent être associés pour justement pouvoir avoir un aperçu fonctionnel de tout ça. Et puis, il y a un élément qui sera peut-être la prochaine étape, c'est le retour vers l'environnement. En fait, quels sont les effets de ce microbiote associé à des organismes sur l'environnement en retour? Ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement peu exploré. Donc, pour conclure, j'ai envie de vous dire que le microbiote est pertinent parce qu'il est à l'interface entre l'organisme et son environnement et qu'on peut attendre de grandes avancées là où écotoxicologie et stress rencontrent le microbiote. Et pour terminer cet exposé, je voudrais remercier l'ensemble des collègues membres des équipes cyanobactéries, cyanotoxines, environnement du muséum, de l'UMR MCAM, de mon ancienne équipe adaptation milieu extrême et des collègues de Boréa, parce que tous ces travaux-là, en fait, pour moi, et là je parle pour moi, sont aussi un parcours personnel qui m'a amené à une transition vers des problématiques nouvelles, mais dont j'espère vous avoir convaincu qu'elles sont finalement assez proches et elles dialoguent. Et là, j'ai listé les principales personnes impliquées dans ces différents projets que je vous ai montrés aujourd'hui. Et je suis d'emblée désolé pour tous ceux que j'ai oubliés. Il nous faut aussi remercier les financeurs qui sont l'ANR, les ATM du muséum sans qui on n'aurait jamais pu lancer ces projets, le D227 qui a soutenu le projet de thèse d'Alison, les défis du CNRS, l'Institut universitaire de France et l'Alliance Sorbonne Université qui a soutenu les premiers projets sur le téléostéen. J'ai terminé et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci à tous. Merci Sébastien pour cet exposé passionnant et très riche. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions. Alors pour les questions, je ne sais pas s'il y a un jeu de on lève la main. Oui, normalement, je pense qu'on lève la main. Et comme ça, je vais les appeler dans l'ordre tel que je le vois. Oui, juste une question. Moi, je trouve que c'est extrêmement riche parce que, en fait, c'est à différentes échelles. Tu montres que
tu combines les études de microcosme, mésocosme, mais aussi dans la nature. Dans ton étude de avoir les différents groupes contrôle avec étude de résilience et reprime derrière, hein. Donc, quand j'ai vu cette étude en microcosme, la question qui me revient après, c'est que je le remets 5 jours et puis je le re-challenge avec un nouveau prime. La question qui me dit, c'est que est-ce que si tu mets plus long, est-ce que ça va avoir une résilience recovery complète? Et j'ai la réponse dans ce que tu as présenté dans le milieu naturel. Entre les deux périodes de pluie, on voit que vraiment, il y a recovery complète, quoi. Donc, non, non, c'est extrêmement riche. Et avec tous ces dynamiques, hein, donc bravo. Des C'est vrai que questions? l'aspect Oui, dynamique, c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité mettre en avant parce qu'on a constaté, bon déjà on a constaté au début de ce projet-là que cette problématique du lien entre microbiote et efflorescence de cyanobactéries ou d'autres, ça pourrait être d'autres microalgues toxiques, hein, était pas un sujet en fait pour les gens qui travaillent en écologie microbienne et ça nous a paru un peu étonnant parce que c'est quand même une pression écologique importante dans la nature. Et tout de suite, oui, on est parti sur cette idée qu'il fallait un volet de dynamique parce que c'est pas des épisodes, c'est pas comme les sources hydrothermales qui sont extrêmes tout le temps, quoique ça se discute. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose où finalement c'est la brutalité du changement qui rend ces milieux extrêmes. On va avoir des blooms répétitifs qui vont s'enchaîner, parfois se superposer les uns aux autres. Et ça, c'est extrêmement stressant. Or, quand on bosse sur les milieux extrêmes, on ne pense pas à ce facteur de variabilité très fort comme étant constitutif d'un milieu extrême. Ce n'est pas le premier truc auquel on pense. Donc c'était aussi l'intérêt d'aller sur ce terrain-là. Et aussi par rapport à la première expérience, hein, donc un mycocystine seul, à une quantité, et par rapport à 2 extraits. Donc c'est aussi très flagrant de voir que les extraits de métabolites, euh, ils ont des effets beaucoup plus marquants que juste avoir un composant, quoi. Ouais, et ça rejoint cette problématique des effets cocktails finalement en C'est ça. Voilà. écotoxicologie qui sont si compliqués à étudier. Bon, donc là, en fait, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, on fait le constat que c'est comme ça. Donc on confirme qu'effectivement, il y a des effets additifs qui sont vraiment à considérer. Ouais. Et c'est vrai que la démarche, c'était de partir du plus simple, de décortiquer, voilà, et puis d'aller progressivement vers le plus réaliste. Je ne vois pas la main levée. Non, je pense que tout le monde a faim, peut-être. J'ai Caroline, déjà décalé une demi-heure. pourtant, Moi, Bon, il y a j'aurais une petite question, si je peux. Je oui, sais pas, oui. vous m'entendez? Oui. Merci d'abord, Sébastien, hein, pour cet exposé très fascinant. Et moi, ma question porte sur les manifs que vous avez fait quand vous avez alterné les poissons dans l'eau, bloom 1, eau et après un bloom plus fort. Et vous avez suivi en particulier la présence des firmicutes. Et donc, ma question, c'est quand vous les remettez dans l'eau, les firmicutes reviennent. Est-ce que ça veut dire que pendant le bloom, ils survivent, mais à des quantités moindres et ils vont se bien proliférer de nouveau quand ils sont dans l'eau? Ou est-ce que, parce qu'ils ne sont pas dans l'eau, parce que vous prenez comme l'eau, est-ce que c'est l'eau stérile ou est-ce que c'est l'eau avec des bactéries dedans et ils viennent de là, de nouveau, entrer dans les poissons? Voilà, c'est ma question. ça, c'est vraiment une question intéressante parce qu'on a, en fait, avec Alison, on a travaillé sur d'autres compartiments que je n'ai pas montrés. On a analysé l'eau, mais on a aussi analysé en fait les biofilms qui se développaient dans les aquariums. Et on a aussi analysé les fesses des poissons pour voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, hein. Et puis les aliments qu'on leur donnait. Donc on a vraiment aussi, pour tous ces types de bactéries qu'on a identifiés comme potentiellement symbiotiques importantes, on voulait savoir justement si c'était des bactéries environnementales ou pas. Pour les firmicutes, elles sont très rares hors de l'animal. Donc, c'est difficile de savoir si l'animal les réacquiert dans l'environnement à chaque fois.
ou s'il reste une petite population qui réensemence le tube digestif le moment venu. Moi, je pense que c'est plutôt ça qui se passe. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose… En tout cas, il n'y en a pas absolument zéro ailleurs. Il y en a un tout petit peu. Et ça pose toujours cette question. Donc, l'eau qu'on utilise, effectivement, c'est de l'eau osmosée. Elle n'est pas complètement stérile, mais elle est propre. Et en fait, voilà, c'est toujours cette question en fait, des microbiotes. Quelle est la part qui vient de l'environnement et quelle est la part finalement qui est propre à un animal et qui se transmettrait peut-être d'animal à animal par contact ou par ingestion de fécès. Là, on n'est pas capable de résoudre ça. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ces firmicutes, on les retrouve systématiquement dans toutes nos manips. Donc, dans tous les témoins des différentes manips, on les retrouve. Dans toutes nos manips, elles sortent. Donc, ça a l'air quand même d'être quelque chose de très important. Et donc, on pense qu'en fait, c'est vraiment voilà, des bactéries qui vont souffrir d'une certaine manière de l'exposition au bloom et peut-être tomber à des abondances très faibles, mais revenir, se remettre en place après. Bien sûr, sans démonstration scientifique de ça. C'est notre idée. Merci. Et merci beaucoup pour la réponse. Et les firmicutes, vous pouvez les cultiver in vitro ou pas? Alors, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé. On a essayé de les étudier en séquençant le métagénome, en fait, pour tricher un peu et avoir des informations sur leurs gènes. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les fonctions de ces firmicutes, on a cherché avec Sébastien Allary à savoir est-ce qu'il y a des fonctions uniques à ces firmicutes. On s'est dit, ben voilà, quand elles disparaissent, est-ce que le poisson il perd des capacités? Il n'y en a quasiment pas. Donc, on se dit redondance fonctionnelle. En même temps, on réalise que les métabolites changent. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe sur le plan fonctionnel. Mais il y a des cases qui manquent. Et ce qui manque, justement, c'est un peu la génomique fonctionnelle, c'est de faire ce lien entre le génome, l'exprimer et la physiologie. C'est ce qu'on aimerait développer. Ok, merci beaucoup. Didier? Oui, merci Sébastien. Moi, j'aurais une question, parce que tu l'as peut-être dit, mais j'ai peut-être pas entendu. Le fort exposition que vous faites, 100 nanogrammes, c'est ça, par litre, qu'est-ce que ça représente par rapport à ce qu'il y a dans la nature? Ah, très bon. Ouais, je ne l'ai pas dit, effectivement. En fait, on a choisi des concentrations qui sont réalistes. Par exemple, 100 microgrammes par millilitre, pardon. Donc, c'est une quantité de chlorophylle A. Donc, ça dit quelque chose de la concentration en cellules de microcystis. Et en fait, c'est des conditions qui sont fréquentes dans la nature. C'est un bloom assez costaud, mais pas non plus irréel. On a des exemples, par exemple, le lac Diani, qui est à Mayotte, sur lequel travaille Cécile Bernard beaucoup. C'est des niveaux qui sont à 500 microgrammes. Donc, ce n'est même pas des niveaux extrêmes. C'est des niveaux élevés, mais ce n'est pas des niveaux stratosphériques. Dans la lagune à Guien, ça oscille, alors ce n'est pas que du microcystis, mais la quantité de chlorophylle, elle oscille entre 50 et 150, par exemple. Donc, on est dans des niveaux qui sont tout à fait environnementaux. On n'a pas créé une condition irréelle pour démontrer quelque chose. C'est comme nos expositions aux microcystines, on est parti sur 2,5 fois la norme de Boisson, on n'est pas parti sur 100 fois la norme de Boisson. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de rester réaliste écologiquement. Et oui, puis, mais des fois, ça peut apporter justement de dépasser la limite pour… Alors là, Didier, je ne vais pas te mentir, en fait, à la base, quand on a commencé avec la microcystine, on a fait 2,5 fois la dose de Boisson, parce qu'on a calculé combien il fallait de microcystine pour faire 10, 20, 30, et on a vu combien ça coûtait, et on a lâché. D'accord. Voilà. Des fois, le réel s'impose, quoi. Voilà. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on te remercie encore. Juste, je rappelle que donc l'exposé est enregistré, hein, donc c'est Myriam qui s'en occupe de ça, et que Sébastien, si tu es d'accord, ton PPT au PDF est aussi dans la partie fichier de webinaire à vivre. Je vous l'enverrai. Voilà. Et j'en profite pour annoncer le suivant. Qui sera faite par Mélanie Vittard. Donc, elle travaille pour la fondation pour la recherche en physiologie. Donc, elle travaille beaucoup donc, avec un organisme extrêmement rare en France, hein, puisque c'est la seule colonie, c'est la ratonue, donc, qui est un animal normalement vit en Afrique de l'Est sous terre,
qui a une longévité extraordinaire, hein, puisque en captivité, animalerie, ça peut aller jusqu'à une trentaine d'années, 37 ans pour la plus vieille. Elle a un fonctionnement aussi un peu différent des autres, hein, puisque ce n'est pas une colonie. Chaque colonie a une reine avec quelques géniteurs et beaucoup d'ouvriers. Ça rappelle un peu comme les abeilles et comment ça fonctionne. La reine peut reproduire jusqu'à la fin. Ils ont des peaux de jeunesse qui ne bougent pas. Il y a pas mal d'études intéressantes. Donc, je l'ai invité pour venir exposer puisque c'est aussi un sujet sur lequel pas mal d'unités travaillent. Et aussi dans le contexte que ces deux colonies de rats-de-topenu vont quitter école vétérinaire de Maison d'Alfort. Donc, ils recherchent le point de chute. Et côté muséum, ça peut nous intéresser en termes de recherche, mais aussi présentation au public. Voilà. Je vous ai donné les éléments contextuels. Et j'ai eu un entretien avec Mélanie avant. Il reste extrêmement ouvert en termes de collaboration. Donc, voilà. Donc, venez nombreux la semaine prochaine. Donc, il me reste que vous souhaiter bon appétit et puis une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. Merci. Merci, au revoir.